pour l'hypercachère, bon, bah, de toute façon, on s'y attendait pas, on n'a rien prévu comme personne. Ni la deuxième fois, sauf que la deuxième fois, notre fille, elle lui a dit. Elle lui a dit, mais pourquoi t'y vas? Pourquoi t'y retournes? Et puis après, bah, on attend que de toute façon, bien ou mal, ou il va nous appeler parce que ça s'est bien fini, ou quelqu'un nous appellera parce que ça s'est moins bien fini. Bonjour à tous, je suis Cristobal Lecrève, reporter pour Le Nouveau Détective, le magazine numéro 1 de faits divers. Aujourd'hui, je suis avec Catherine Salinas, qui est la femme de Georges Salinas, qui a été numéro 2 de la BRI pendant les attentats de 2015. Bonjour Catherine Salinas, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Ouais, très bien. Super. Et donc, vous sortez le livre Femme de policier d'élite, paru chez Mareuil Éditions en 2019. Comment ça se passe? Pourquoi vous écrivez ce livre? Qui vient vous démarcher? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Mes parents avaient une brasserie qu'ils avaient achetée en 73, donc j'étais très jeune. Enfin, j'étais très jeune, j'avais presque 10 ans. Et en fait, j'ai été élevée avec que des policiers comme clients. Voilà. On arrivait du 7e où c'était un peu plus bourgeois. Et là, c'était un peu plus rock'n'roll parce que c'était les policiers de la PJ, parce qu'avant, toute la PJ était quai des Orfèvres, à l'inverse de maintenant. Maintenant, il reste que la BRI. Mais avant, on avait les stupes, la crime, la BRI. Bon, celle qui me faisait le plus rêver, c'était la BRI, parce qu'ils étaient un peu cow-boys à l'époque, plus maintenant du tout. Et donc, j'ai été élevée avec des gens qui venaient au Soleil d'Or, comme Broussard, donc toute l'affaire Mesrine, etc. Tout ça, je l'ai vécu en direct, on va dire. Et en fait, c'est quoi la BRI, d'ailleurs, dans votre livre que vous appelez BRI-PP? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Bah, c'est la BRI, préfecture de police de Paris. Parce qu'il y a une BRI nationale. Et en l'occurrence, bon, la BRI nationale, c'est une BRI, mais la première, et à mon cœur, en tout cas, et à mes yeux, est la plus efficace, c'est pour moi la BRI-PP. Voilà. Et c'est la première. Ok. Et vous nous parlez du commissaire Broussard, etc. En fait, on a une image un petit peu comme dans le film 36, 36 quai des Orfèvres, avec les mecs qui tirent sur les bouteilles dans le bar. Alors ça, c'était l'image d'avant. Maintenant, peut-être que le service, il a un peu évolué. Oui, alors déjà, l'image dont vous parlez dans 36, il l'a pris de chez mes parents. Ah ouais, C'était que c'est arrivé en réalité, en vrai, comme on dit, un soir. Et donc, il s'en est servi, et très bien, il a le droit, pour faire un film, mais c'était pas un film, en fait. Et oui, à l'époque, ils étaient un peu plus détendus après les affaires, on va dire. Mais dans le boulot, ils étaient plus que sérieux. Ils étaient hyper efficaces, d'ailleurs, on le voit. Parce qu'avant, c'était l'anti-gang, c'était pas la BRI, on parlait de l'anti-gang. Et ils ont fait des très grosses affaires qui étaient... donc, c'est pas parce on peut se détendre le soir qu'on travaille pas la journée, quoi. C'est aucun rapport. Oui, mais maintenant, c'est un autre... Aujourd'hui, c'est autre chose. Ouais, ils font du sport, ils sont sérieux, ils boivent pas. Et heureusement, et c'est impossible pour eux, de toute façon. Dès qu'ils feraient un écart, ils seraient directement recadrés par la hiérarchie et surtout la population. Non. Ouais, non. Ça n'arrivera plus. Et votre père, il l'a vécu comment, d'ailleurs? Des hommes qui tirent dans les bouteilles, ça se passe comment quand ça se passe qu'on se dit comment on fait? Est-ce qu'on appelle police-secours? Non, ça sert à rien, donc on n'appelle pas police-secours. Et on attend, et puis après, ça devient ça, c'était au début où on était là. Après, ça devient... pas des amis, parce que c'est quand même des clients, mais il y a une relation intime quand même un peu qui se crée. Et après, ils ont l'impression, tous maintenant, même ceux qu'on revoit et que je vois encore de temps en temps grâce à mon mari, et le Soleil d'Or, ça fait partie de leur vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas parler de leur carrière sans parler du Soleil d'Or. Et alors, vous rencontrez votre mari là-bas, j'imagine. Comment ça se passe? C'est un coup de foudre? C'est un truc qui se fait sur le long terme? Le long terme, non. En fait, en réalité, ce que j'ai déjà raconté, donc je peux le faire. Avant, j'étais avec un autre policier de la BRI qui est maintenant décédé, donc on peut en parler librement parce que ça fait très longtemps. Et en fait, voilà, j'ai rencontré, oui, au bar. Enfin, il venait comme les autres, mon mari. Et, long terme, non, parce que moi, je suis pas très dans la longueur des choses. Donc, en fait, après, quand on s'est rencontrés, hop, on s'est carrément mis ensemble rapidement. Et on s'est mariés 1 an après. Ouais, c'était une évidence. Oui, c'était une évidence. Ouais. Et d'ailleurs, vous parlez de mariage. Il y a un truc un peu fou sur votre mariage quand même. Vous êtes mariés à Notre-Dame de Paris. C'est pas comment? C'est-à-dire que nous, en habitant dans l'île de la Cité, c'était... ma mère et moi, j'ai été élevée là, puisque le Soleil d'Or était là. Et donc,
c'était notre paroisse, quoi. Donc, en fait, alors, il fallait faire une demande quand même, hein, mais ça s'est très bien passé à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, ce serait pas du tout pareil. On pourrait pas y aller. Donc, je pense que, comme dit souvent mon mari, on doit être sur plein de photos de Japonais parce que, franchement, on s'est fait mitrailler de flash quand on est rentré. Mais c'était sympa. Et surtout un samedi. C'était en quelle année, ça? Eh ben, c'était en 90. Ok. Dans votre livre, vous dites que vous méfiez davantage des terroristes que des voyous, parce que les voyous, ils veulent de l'argent et les terroristes, ils veulent mourir. Le 9 janvier 2015, votre mari, il est dans la colonne d'assaut de l'Hypercacher. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette journée? Alors oui, je me méfie plus évidemment des terroristes que des voyous, comme je l'ai expliqué, parce que le voyou, en fait, son objectif, c'est prendre de l'argent pour finir à Tahiti ou ailleurs, il faut vraiment qu'il soit acculé pour qu'il serve pour se servir d'une arme. Alors, en l'occurrence, quand c'était la BRI et que mon mari y était, enfin, maintenant, pareil, sûrement, ils savent avec qui ils ont affaire, hein, quel policier vient, etc. Donc, il y a des moments, ils posent l'arme et disent, bon, c'est bon. Et ils partent, alors qu'on sait très bien que les terroristes sont là pour mourir en martyrs et qu'on sait que ça va, de toute façon, mal finir. Donc, ce jour-là, on travaille, puisque moi, mon fils travaille avec moi à l'époque dans cette brasserie. Ma fille, elle est un peu plus jeune, elle travaille pas là, donc elle est pas là. Et on voit, en fait, toute la journée ce qui se passe, comment ça se passe, parce qu'on est dans le Soleil d'Or et que on a toute la police de la PJ qui est là, donc on a la BRB qui s'occupe de certains trucs, on a les gens de la préfecture qui ont d'autres infos, et surtout nous quand on voit partir la BRI, on sait parce qu'on la connaît, d'abord parce qu'elle est en face, donc on la voit partir, s'ils sont chargés lourds, s'ils vont à l'entraînement, donc là on sait que ça sent pas bon, quoi. En plus, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont... Ça, quand on les voit partir, ils vont en fait dans la campagne, comme je dis, pour traquer un des terroristes, et du coup, ça fait 3 jours qu'ils sont quand même dehors, et puis ça finit du coup... à l'Hypercacher. Et là, nous, on est à la brasserie. Et là, mon fils, il commence à regarder sur l'écran géant et il voit la colonne de la BRI s'installer, remonter sur du périph'. Et du coup, ils voient leur père, évidemment, ils le reconnaissent, même habillé en noir, même casqué. Hein, il y a des marches. Et puis, ce que je dis souvent, à la BRI, en fait, il y en a 2 grands. Enfin, il y en avait 2 grands, ouais. Mon mari et Julien, qui s'est fait blesser, qui a été, mais pas à l'Hypercacher. Et du coup, voilà, on vit ça, on regarde, quoi. Et puis après, on rentre chez nous. Enfin, ma fille habite encore chez nous, mais mon fils a déjà son appartement. Donc lui, on échange en texto. Et puis, je vous raccourcis l'histoire quand même. Et puis après, il y a le moment il va donner l'assaut. Donc, il m'envoie un texto qui m'interpelle parce qu'il l'a jamais fait de sa vie. Et avec des cœurs et tout, donc je me dis c'est pas possible, il a décidé de mourir. Enfin, ça, il le fait souvent ou pas? Jamais. Donc en fait là, je me dis que c'est vraiment... Puis il y a surtout notre fille qui à l'époque a 21 ans et qui me dit papa va mourir. Alors les gens, c'est vrai hein, qu'à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, c'est terrible pour les victimes, terrible pour les gens qui ont été pris en otage, etc. Mais personne ne pense aux familles de policiers. Mais en fait, c'est pas un film. Et à 21 ans ou 24 ans comme notre fils, vous êtes capable de comprendre que votre père, il va rentrer dans l'enfer et que peut-être il va mourir. Et qu'on ne pourra pas faire stop sur image pour pas que ça se passe ou revenir en arrière. Et que c'est la vérité. Donc, c'est vrai que, comme souvent, on laisse un peu la vie des femmes de policiers et de familles et d'enfants à l'écart. C'est pas grave, ils ont choisi ce métier, donc bon, c'est pas grave. Vous leur dites quoi à vos enfants dans ces moments-là? Vous les rassurez? Vous essayez de relativiser Mon fils, je dis rien parce qu'il a 24 ans et qu'il est loin et qu'on texto. Bon. Mais ma fille, en revanche, elle me regarde, elle me dit papa va mourir, elle a des larmes qui coulent et moi je me dis mais en fait mon taf c'est qu'elle soit toujours bien, qu'il arrive rien, donc j'essaye de lui dire mais non, ça ne va pas arriver. Et en même temps que je me dis et si ça pète, ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Moi qui lui dis depuis... Alors, c'est pas long. Hein. Enfin, c'est pas long. Et c'est long. C'est très, très long. Et en même temps, c'est pas long. 1 minute 30 ou 1 minute 40. Et en même temps, je me dis, si ça arrive... Et donc, pendant toute cette minute, je réfléchis à ce que je vais pouvoir lui dire si ça explose. Votre mari, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans l'Hypercacher? Il est dans la colonne ou Ah oui, il est dans la colonne. Il donne les instructions? Comment ça se passe moi, mon mari, il est toujours dans la colonne. Ouais, hein. okay. Il y a certains patrons qui le font pas, mais lui est son numéro 1 à l'époque, puisqu'il y avait, il n'était pas tout seul, hein, il y avait Christophe Molmy, qui lui aussi a toujours été dans la colonne. Et justement, ça se passe pour les enfants,
ça fait quoi d'avoir un papa qui est numéro 2 de la BRI? Est-ce qu'on a envie qu'il arrête? Est-ce qu'on l'encourage? Comment on se sent vis-à-vis de ça? Vous avez le ressenti ou pas? Alors le petit, c'était, je pense que petit, c'est pour Mathieu, enfin pour notre fils surtout, c'était il le voyait comme un héros. Et c'est pas facile à porter quand on est petit et d'avoir un papa physiquement qui est grand. Et en plus, qui arrive habillé certains soirs tout en noir, etc. Et puis, quelquefois, donc, ils ont vite compris ce que leur père faisait. Pour une fille, c'est plus son idole, à jamais. Même si lui aussi, c'est son idole. Mais je veux dire, c'est pas le même rapport une fille et un garçon. Et du coup, à vivre au quotidien, petit, non. Ça se passe très bien. En revanche, pour la deuxième fois, alors pour l'hypercachère, de toute façon, on s'y attendait pas, on n'a rien prévu comme personne, ni la deuxième fois. Sauf que la deuxième fois, notre fille, elle lui a dit, mais pourquoi t'y vas? Pourquoi t'y retournes? Parce que finalement, il n'est pas au mauvais endroit, au mauvais moment, comme malheureusement certaines personnes, mais sciemment, il va au mauvais endroit, au bon moment, finalement. Ouais. C'est un choix délibéré. Donc, pour des enfants, c'est quand même difficile à accepter, surtout qu'on se dit, la première fois, il s'en est bien sorti, peut-être que la deuxième fois ne sera pas pareil, quoi. On ne sait pas comment ça va finir. Et justement, en parlant de l'ambiance à la maison, je suis obligé de me poser la question de c'est quoi l'atmosphère à la maison? Est-ce qu'il y a des armes qui sont apparentes, des gilets pare-balles, je sais pas, des munitions? Est-ce que ça fait partie de votre univers familial? Ou alors, votre mari, quand il rentre, vous êtes une famille comme les autres? Alors, on est une famille comme les autres. Quand il était à la BRI, ça pouvait arriver quelquefois, mais comme nous, on a toujours finalement, par chance, habité à côté du 36, il n'avait pas besoin de revenir avec toute son armurerie, on va dire. Mais ça pouvait arriver quand il rentrait. Donc, et de toute façon, comme tout policier, il y a un coffre pour ranger l'arme. Donc, l'arme ne traîne jamais. Donc, c'est pas un film de Jean-Paul Belmondo où il arrive, où il pose le flingue sur la table et c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est qu'il arrive, il va ranger son arme là où il faut qu'elle soit rangée et voilà. Donc, personne ne voit rien. Mais il peut arriver, effectivement, qu'il ait besoin parce qu'il part le lendemain matin très tôt et que ils n'ont pas besoin de repasser nécessairement au bureau, qui à l'époque, qui viennent avec un gros sac, etc., où il y aurait sa combinaison, voilà. Mais c'est pas non, on n'est pas dans un film. Ok. Dans une interview, vous dites une expression qui m'a fait sourire, c'est les flics, en fait, ils sont mariés avec leur métier. Ça veut dire qu'au moindre appel, et vous parliez de beeper aussi, ça c'était une autre époque, au moindre appel, il doit décamper. C'est ce qui s'est passé justement le 13 novembre. Est-ce que vous pouvez me raconter cette journée, comment ça se passe, où vous étiez? Alors là, c'est plus un beeper, puisqu'on est le 13 novembre 2015, donc on a un téléphone, ce qui change tout. Voilà, ce qui change tout, en tout cas pour Pourquoi le rapport. Ça change ça change en fait pour le rapport, parce que non, vous savez peut-être pas, mais un beeper, on peut pas répondre. En fait, c'est juste on envoie un truc et moi je recevais quelque chose, mais je pouvais pas. En tout cas, moi le mien, il marchait pas comme ça. Je sais pas si ça existait, mais je pouvais pas répondre. Il n'y avait pas d'échange. On a des informations, point. Et on a surtout personne à l'écoute ou personne au téléphone qui peut nous rassurer. En disant ça va, etc. Là, maintenant, c'est plus pareil. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je sais pas, parce que là, il y a plus de proximité. Donc, finalement, par exemple, moi, j'avais eu cet échange avec un général de l'armée qui disait, nous, en OP, en fait, on interdit aux soldats de communiquer pendant tant de jours avec leurs femmes ou parce que ça les perturbe. Okay. Donc, en fait, je sais pas si c'est mieux ou pas mieux. Pour les familles, c'est mieux parce qu'on se dit que si on a une cata, on peut les joindre, même si on peut toujours les joindre en passant par l'état-major, etc. Ça rassure un peu d'avoir cette proximité, mais je ne sais pas si c'est mieux finalement. Et voilà. Vous, dans ce genre d'opération, vous avez quelqu'un, un indique, quelqu'un pour avoir des nouvelles en cas d'extrême urgence? Non, parce que je ne suis pas un voyou en fait, donc je n'ai pas d'indique. Mais je peux avoir quelqu'un si vraiment je suis perturbée. Je ne le ferai jamais évidemment, parce que c'est pas le jour à dire là, je me fais du souci pour mon mari. Je fais comme tout le monde. Par chance encore ou malchance, on a les médias qu'il n'y avait pas avant quand on était jeune. Et puis après, on attend que de toute façon, bien ou mal, ou il va nous appeler parce que ça s'est bien fini, ou quelqu'un nous appellera parce que ça s'est moins bien fini. Donc voilà. Après cette journée, nous on est parti à la campagne. On est parti à la campagne en milieu d'après-midi. Voilà, c'est cool. On passe une soirée. Lui devant le foot, comme je dis, parce que je suis très très sympa comme nana, donc je lui laisse regarder le foot. Sympa.
Et du coup, et puis bon, voilà, ça commence à sonner, de son portable, et je sens qu'il est stressé, il sort, parce qu'il passe pas tous les coups de fil avec moi, quoi. Il est quand même un peu. Donc il sort, il revient, et puis tout à coup il me dit non, là c'est la guerre, faut rentrer. T'as 3 minutes pour fermer la maison. Et son premier objectif, c'est de savoir où sont nos enfants. Donc c'est facile, l'aîné, le garçon, comme beaucoup de mecs, il est devant le foot. Donc là, on est réglé. Et puis, comme je dis, notre fille, Pénélope Jolicoeur, elle est tout le temps en vadrouille. Et donc là, c'est compliqué. Bon, finalement, même si elle pleure un peu, parce il a utilisé un ton un peu sec, parce qu'il fallait bien lui faire comprendre qu'il vaut mieux qu'elle reste là où elle est et qu'elle bouge pas. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'elle est quand même rentrée en scooter, alors qu'on lui avait dit de pas rentrer. Enfin bon, bref, les gosses, quoi. Ouais. Et voilà. Et finalement, après, moi, donc elle a, depuis l'hypercachère, elle a un appartement. Donc l'aînée est dans son appartement, elle est dans son appartement, et moi, je suis donc seule dans le mien, enfin dans le nôtre. Et donc j'attends. Donc il me dépose rapidement devant notre adresse. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre que... Alors là encore, les médias, on est devant la télé, on échange en texto. Alors ma fille, c'est plus au téléphone, mon fils, toujours pareil. Lui, il sent que c'est vraiment compliqué. Il me dit, j'ai vu plein de voitures, de police, etc. Ma fille, elle dit, mais pourquoi il y retourne? Mais c'est pas possible. C'est une gestion qui n'est pas la même, évidemment, que les gens qui sont pris en otage, des familles, je veux dire, des gens, parce qu'eux pensent à la vie mais en fait, c'est un peu la même chose. Nous, on se dit, ils sont au même endroit, ils sont au même endroit, ils l'ont pas décidé de la même façon, mais en tout cas, au moment précis, ils sont dans la même galère. Et les familles, même si on n'en parle jamais des familles des policiers, ils ressentent la même chose que quelqu'un qui aurait été au concert et dont la mère s'inquiéterait. C'est exactement la même chose, ils sont dans la même galère. Ouais, ils sont quand même surentraînés et suréquipés pour affronter ce genre d'épreuve. Et justement, votre mari, il rentre dans le Bataclan ce soir-là? Oui, il rentre dans le Bataclan comme son chef... Christophe Molmy, comme à chaque fois, il rentre parce que quand on est un bon chef, c'est comme partout, on laisse pas les soldats y aller seuls, parce que sinon c'est un peu facile quand même. Et donc du coup ils y vont et oui, ils sont entraînés. C'est vrai, vous avez raison, ils sont entraînés, mais ils sont à la BRI jusqu'à maintenant, ils sont quand même plus entraînés au gros bandits, au banditisme qu'au terrorisme. Alors évidemment. Ils se sont quand même entraînés pour ça, parce qu'ils sont pas, ils voyaient bien ce qui se passe ailleurs. Donc c'était vraiment quand même une possibilité que ça arrive. Mais c'est quand même la première fois où ils sont confrontés à ça. Alors que le gros banditisme, etc., où ils sont entraînés à faire, je sais pas, des filoches, à arrêter des gens, etc. Bon, ça ils l'ont vécu plein de fois. Alors que là, c'est quand même si on est entraîné, c'est la première fois. Et la première fois, comme tout le monde le sait. C'est toujours compliqué. Les terroristes, avant qu'ils tapent, ils sont déjà connus des services de... je sais pas si vous êtes au courant, parce que vous êtes... Alors non, moi je rentre pas là-dedans. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Alors là, parce qu'il y a quand même ce truc, en fait, les terroristes, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus imprévisibles que les voyous. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont pas la même motivation. Déjà, ils sont touchés, soi-disant, par la grâce. Enfin, en tout cas, par une... ils sont habités... par leur conviction. Ouais, par leur conviction religieuse. Donc en fait, c'est là où ça devient compliqué, parce que raisonner quelqu'un comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose que des... Et dans le Bataclan, il y a des échanges de coups de feu qui se font. Très peu, blessés, très peu. Très peu, parce que je crois que aucun. Oui, mais ça c'est parce que en fait. Ils sont obligés. Je crois qu'il y en a un qui se fait exploser, et là par chance en fait ils sont pas assez près. Par chance ils sont pas prêts. Et du coup ils sont pas touchés, et l'autre après, parce que en fait il y a un de la BRI qui tire et qui fait exploser un des terroristes. Et après, il y en a un qui cherche à lui se faire exploser, mais finalement, son gilet a tourné avec le blast de l'explosion d'avant, et il ne trouve jamais. Et donc, lui, après, lui aussi, c'est fini, quoi. Donc, finalement, malgré l'horreur, l'intervention, elle se passe plutôt bien. Super. On ne peut pas rêver mieux. Gérée, Je pense mais c'est pas bien géré. Elle est exceptionnellement gérée.
C'est-à-dire qu'on peut pas rêver mieux pour une intervention aussi catastrophique et meurtrière. Et franchement, je sais pas qui pourrait remettre ça en question, quoi. Enfin, en tout cas, pas moi avec mes yeux Ouais, bien sûr. de femme, et c'est impossible. Et votre mari, après, il rentre chez lui. Vous êtes encore réveillé. J'imagine que vous l'attendez. Oh bah, c'est long, hein. Puis après, Ouais. ils ont un travail, hein, quand même, parce que c'est Ah pas oui, juste. c'est pas terminé après Bah l'opération. non, après, il faut qu'ils aillent arrêter d'autres gens, etc. Ok. Donc, là, la nuit est plus que courte, hein. Et après l'épisode Bataclan, on va dire, il rentre chez lui. C'est comment il est, comment vous l'accueillez. Est-ce qu'il a le droit même de vous raconter ce qui s'est passé? Est-ce qu'il en a envie? Bah, c'est-à-dire que quand vous êtes mariés depuis aussi longtemps que nous, vous savez s'il faut parler ou pas. Ouais. Donc en fait, déjà de nature, il est un peu taiseux, mais bon, là, on va dire que non, quoi. On va pas parler. Enfin, moi, en tout cas, je m'autorise pas le droit de lui poser des questions ni de lui dire si j'ai eu peur ou pas peur. L'important, c'était moi, mon boulot, c'était lui, son boulot, c'était de gérer les terroristes, et moi, c'était de gérer les enfants. Ce qu'on a fait à peu près, enfin lui parfaitement, moi, je sais pas. Après, les besoins, les enfants, ils sont, c'est presque des adultes. Donc eux, ils sont le lendemain. En revanche, ils sont tous les deux très tôt dans la brasserie pour voir leur père qui, lui, est déjà très tôt au travail. Et notre fille, elle a vraiment un besoin de le prendre dans ses bras, alors qu'elle sait très bien qu'il va bien. Hein. Mais en fait, pas sûr. Enfin, c'est peut-être pour elle qui a fait ça aussi. Oui, c'est pour elle, mais c'est surtout, il faut que je touche pour être sûr que ce soit vrai. Vous voyez, c'est comme. Ouais, c'est dingue. Bah oui, mais. Ouais. C'est obligé. Il a déjà été blessé, votre mari? Non, je touche du bois. Donc, je sais pas quoi, vous avez pas de bois ici, c'est la galère. Ça m'a l'air d'être... Malheureusement, non. Mais bon, là, il y en a plein. Ok. Non, jamais. Des collègues à lui, bien sûr, des collègues à lui, j'imagine. Vous me parliez même de quelqu'un qui était décédé en début. Non, moi non, mais là, c'était une maladie, lui. Ah oui, rien à voir. Non, rien à voir. Non, pendant le Bataclan, il a un collègue qui a été blessé, oui. Ouais. Donc ça arrive, bien sûr que ça arrive. Ouais. C'est même finalement ça arrive presque moins, enfin pas presque, définitivement moins dans des brigades d'élite que dans les policiers qui sont au contact de la population tous les jours. Ouais, là, il y a beaucoup plus de. Là, on a parlé de toute la dimension de vous en tant que femme policier, mais il y a aussi être la maman. Aussi, comment ça se passe avec les enfants, ça doit demander une organisation dingue, avec ce truc en fait de devoir partir à tout moment sans prévenir d'un coup et dans la précipitation. On s'organise comment quand on est la femme mais aussi la mère dans ce genre de famille? Tant qu'il n'y a pas d'enfants, c'est pas grave. Ouais. Oui, donc tant qu'il n'y avait pas d'enfants, moi finalement je travaillais, puis après j'ai arrêté de travailler et ça tombait bien puisque finalement sinon, ça aurait été quand même hyper compliqué à gérer. Bon, après, il y a d'autres métiers qui demandent de l'organisation. Si vous avez épousé un pilote de ligne et que vous êtes hôtesse de l'air, c'est la galère aussi. Mais bon, en tout cas, nous, il y avait la différence, c'est ce que je dis toujours entre ces métiers-là et le métier de policier, c'est que quand vous êtes, par exemple, pilote de ligne, vous avez des vrais horaires. Ah oui, c'est ça, là, il y a une dimension. Alors que là, il y a zéro horaire. Donc, en fait, évidemment que les gens disent « Oui, mais nous, il n'est pas souvent là. » Oui, mais en fait, tu sais quand il va être là ou pas. Moi, je savais jamais quand. Ouais. C'est là la différence. Donc, en fait, moi, j'ai arrêté de travailler. Ça tombait plutôt bien. Puis moi, j'avais très envie de m'occuper de mes enfants parce que je dis toujours que c'est mon métier. Je pense que ça a été la découverte de ma vie d'être maman. Et du coup, en fait, on s'organise un peu comme si on vivait seul. Parce qu'en fait, ce que je dis, il compte un peu pour du beurre, quoi. Même quand il était à la maison. Et si moi, je voulais sortir avec mes copines l'après-midi ou aller chez le coiffeur, j'en sais rien, peu importe, il fallait que j'ai une babysitter en doublette. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on avait une babysitter, comme souvent les gens, si on veut sortir le soir, etc. Parce que nous, on n'avait pas de grands-parents dispo pour faire babysitter. Et donc, du coup, en fait... la babysitter, je lui disais parce que lui, il voulait quand même jouer son rôle de père. Donc quand il était à la maison, j'allais pas lui dire tiens, la babysitter va venir, tu peux aller faire du sport ou je sais pas quoi. Il fallait aussi qu'il joue son rôle de père quand il avait la possibilité de le faire et des horaires adaptés à ça. En l'occurrence, il sautait dessus, quoi. Sauf que ce beeper pouvait sonner à tout moment. Et là où moi je sortais, si j'étais il fallait que quelqu'un soit à 5 minutes ou 10 minutes. Donc on avait une jeune fille au père qu'on logeait pas très loin et qui, quand c'est lui qui s'en occupait, je lui disais, vous restez là, si vous appelle, vous êtes là dans les 10 minutes et OK. Voilà, c'est dingue, timé. okay.
Ok, donc elle devait être tout le temps à disposition. C'est peut-être même déjà arrivé que, elle ait sa vie, peut-être qu'elle était avec des copines, qu'elle n'ait pas pu non, venir. non. Ah non, là, c'était c'est son boulot. C'était boulot, là, ouais. si je lui dis pendant 3 heures, c'est lui qui est de garde, et vous êtes là, vous n'êtes pas à l'autre bout de Paris, parce que Ouais, sinon, ouais, bien elle sûr, se fait virer direct. Hein. Sinon, moi, j'arrive plus vite, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais, sinon, ouais, d'accord. Non, ok. ça marche pas, ça. Je comprends. En fin de compte, avec du recul sur cette période-là de votre vie, qu'est-ce que vous avez apporté à votre mari? Qu'est-ce que lui vous a apporté? Comment ça s'équilibre? Ce que je lui ai apporté, j'en sais rien. Ça, il faudra lui demander. À part le fait, ce que j'ai déjà dit, d'avoir pour ces vieux, le fait de pouvoir faire son métier comme il l'entendait, Ouais. sans souci de savoir si ses enfants allaient bien ou mal. Enfin, bien sûr qu'ils s'en souciaient. Je veux dire, sans se dire, faut que je rentre pour ci, il faut que j'aille plus vite. Enfin, voilà. Il savait qu'à la maison, c'était carré, qu'il y avait quelqu'un et que ça se passait bien. Donc, je lui dis souvent, je t'ai quand même permis d'avoir un peu une vie de célibataire. Et puis, finalement, quand tu seras vieux, tu auras une vie comme si tu avais eu une famille. Tu pourras profiter de tes enfants et de tes petits-enfants largement. Et voilà, moi, et donc, je pense que quand on a une famille comme nous, je pense que c'était... peut-être que ça l'a facilité quand même un peu. Enfin, en tout cas, ça lui a enlevé une charge... dans la tête qui n'avait pas besoin d'avoir en plus, parce que déjà quand on fait un métier comme ça, c'est pas la peine de se surcharger avec d'autres problèmes. Et c'est peut-être un peu naïf, mais des fois il y a des moments où il peut dire non. Là, c'est un moment important que je passe en famille. Bon, alors pas forcément un moment ordinaire, mais un moment où il se doit d'être là. Et est-ce qu'il peut répondre et dire non, je ne pourrais pas être présent quand il était à la sur la mission? quand il était à la BRI, en fait, oui, bien sûr, on peut toujours dire non. Ouais. Sauf que eux, ils ont pas envie de dire non. Okay. Parce que c'est comme un joueur qui s'entraîne pendant toute l'année, et puis le match, on lui dit non, aujourd'hui il faut que tu ailles il dit non. En fait non, ça se passe pas comme ça. On va pas. Eux, ils se sont entraînés ou ils suivent des mecs depuis des mois, etc. Et puis parce que les voyous, ils décident, ils s'en foutent des communions, des baptêmes et des repas de mamie. Et de Noël aussi. Et de Noël et de tout. Et eux, s'ils ont décidé de taper ce jour-là, ils y vont. Et donc, c'est comme un sportif de haut niveau, quoi. On va pas lui dire, tu t'es entraîné, non, aujourd'hui, t'y vas pas. Non, ça, c'est le jeu. Mais il y a des anecdotes, par exemple, pendant un anniversaire, pendant un Noël. Oui, non, pendant, Noël, ça, souvent, c'est ce que je disais, Noël, on gère, on le sait. Alors, moi, c'est ce que je dis, par contre, lui, il a épousé quand même une enfant. Moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais une enfant de commerçant. Et en fait, les commerçants, ils ont déjà pas d'horaire. Moi, mes parents, je les ai toujours vus travailler le week-end, le dimanche, pas de vacances. Moi, mon père, il se levait à 5 heures, ma mère, elle rentrait à 3 heures du mat. Donc, le schéma de tout le monde est à table à 19 heures, c'était pas le mien. Donc ça, c'est déjà un avantage. Puis à l'époque, les femmes, même à mon époque, on était quand même moins à cheval. Aujourd'hui, j'ai l'impression que faut tout, que ce soit partagé. Je sais pas comment ils font aujourd'hui à la BRI. Je veux même pas savoir. Peut-être qu'ils ont plus de femmes. Ouais, peut-être qu'ils ont plus de femmes, ou elles sont toutes flics. J'en sais rien. Ok. Et donc, vous sortez le livre Femmes de policiers d'élite, paru chez Mareuil Éditions en 2019. Comment ça se passe? Pourquoi vous écrivez ce livre? Qui vient vous démarcher? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, elle avait écrit déjà un livre avec Jean-Michel Fauvert, qui était pendant les attentats le patron du RAID. Et puis, je sais pas, tous les deux en parlant, elle va chez lui, effectivement. Elle va chez lui, donc elle rencontre sa femme. Et puis lui, en parlant, dit mais ce serait peut-être sympa qu'on fasse un livre sur les femmes, sur ma femme. Je crois que c'est comme ça que ça part au début. Et puis elle dit elle dit oui, sur sa femme, c'est Véronique Fauvert, c'est ça. Oui, c'est coécrit avec. Ouais, voilà. Et en fait, finalement, la journaliste dit mais il vaudrait mieux mettre 2 femmes. Pour que ce soit, pour voir la différence, quoi, de chacune Et du coup, elle m'appelle en me disant, moi, sur le moment, je me dis, ça n'a aucun intérêt, ma vie n'a aucun intérêt, voilà. Et puis, je pense finalement à mes enfants. Et je me dis en fait que si moi, je fais pas ce livre, personne ne saura et ne comprendra ce qu'ils ont vécu. Donc, je le fais par choix pour eux. Et justement, maintenant, c'est au tour de votre fils d'être policier. Alors, sans rentrer dans les détails de quel service, etc. Mais attendez, je finis sur le livre. Moi, j'ai écrit ce livre-là, mais mon mari, en revanche, il a écrit
lui aussi, parce qu'il a vécu toute sa vie comme policier. Il a fait 3 romans. C'est ça. Alors, le premier, bon, là, je vous ai apporté le dernier, mais c'est une trilogie parce qu'en fait, son père était dans la police à Oran, en Algérie. Et en fait, il était dans l'antiterrorisme. Et en fait, quand il était jeune, il entendait son père parler de ce qu'il avait vécu. Et quand lui, en 2015, a vécu ce qu'il a vécu à la BRI, il s'est dit, mais en fait, ça ressemble étrangement. Et il a eu ce besoin d'écrire. Donc, il a écrit cette trilogie, donc, donc des 3 livres. Donc, c'est Le Chat d'Oran, Le Murmure des âmes perdues et le dernier par le glaive, ouais. Qui est la devise de la BRI. Ouais. Voilà. Et celui-là se passe au Bataclan. Enfin, aussi. Enfin, c'est la fin de cette trilogie qui finit là. Et il raconte donc son intervention au Bataclan. Eh bien, vous verrez si vous le lisez. Eh ben, je vous invite à le lire. Eh bien, moi aussi, je vous invite à le lire. Et je vous invite même à lire les 2 d'avant, puisque c'est une trilogie. D'accord. Donc du coup, moi, j'aimerais bien revenir à votre fils qui maintenant fait partie de la police. Oui. C'est un peu, en fait, ça se suit. Son grand-père était policier, son père est policier, lui maintenant est policier. Alors sans rentrer dans les détails de son service, etc. Vous, en tant que femme d'un ancien membre de la BRI, est-ce que vous étiez favorable à ce que votre fils il fasse partie de la police? Est-ce que ça fait pas peur de vivre ça en tant que maman, plus qu'en tant que femme en plus? En fait, alors là oui, 3 milliards de fois plus. Ah ouais. Bah oui, c'est son fils, c'est sa chair. Enfin, c'est un truc c'est horrible. Mais en fait, au début, mon fils, il l'a fait vraiment par choix et par conviction parce qu'il a eu une autre carrière avant. D'accord. Parce qu'il a l'âge d'avoir déjà travaillé pendant 10 ans. Et en fait, il a eu une autre carrière avant qui était la même que la mienne et on travaillait tous les 2, comme je vous l'ai raconté à la brasserie. Et puis, en fait, ces attentats, ils ont marqué nos enfants, les 2. Notre fille a décidé d'être infirmière, alors que voilà, il fallait qu'elle sauve des vies, un peu comme son père. Et lui, la police, bon, c'était pas son truc. Et c'est après ça, parce qu'elle avait déjà l'âge où elle avait déjà fait des études, enfin, pas fait d'études, mais elle avait commencé à étudier le droit, mais ça lui plaisait pas. Donc bon, elle se cherchait jusqu'au moment où ça marque les enfants. Et nous, les nôtres, ça les a marqués dans le bon sens, parce que elle a décidé de faire infirmière, alors que ça faisait 5 ans, elle avait eu son bac à 17 ans et elle avait 24 ans. Donc, c'était pas du tout le droit, l'infirmière. Enfin bon, bref. Elle a réussi du premier coup super. Elle est dans un service d'urgence. Enfin, d'urgence elle est en neuro, en soins intensifs. Okay. Donc, en fait, il faut qu'il y ait ce truc d'adrénaline un peu, comme son père. Elle a besoin, comme son père, d'adrénaline. Je pense que personne n'a été habitué à une vie un peu monotone, quoi. Non. Tout se passe dans les... Non, bah, c'est sûr. Hein, moi, je l'ai dit, quand on a un problème, chez nous, quand on avait un problème de serrurerie, qu'on avait oublié les clés, ils descendaient en rappel le long pour ouvrir. Bon, voilà, c'est une vie comme ça. Et moi, c'est une vie que j'ai adorée parce que c'est une vie qui n'est pas monotone, qui est quelquefois anxiogène, mais enfin, il y en a d'autres sûrement, et qui n'était surtout pas la vie qui m'était réservée, on va dire. Moi, pourquoi vous dites ça, parce que moi, comme j'étais à Véronèse et mes parents avaient un bistrot, en fait, à l'époque, j'aurais dû épouser un Auvergnat bistrot et j'ai épousé un flic pied noir. Donc, en fait, c'était mort. Et ça s'est passé comment? Très mal. Personne ne m'a plus jamais parlé et c'est pas grave. Après, ils ont essayé de revenir quand il a commencé à faire des trucs incroyables. Hein. Mais moi, j'ai dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, bon, peu importe. En tout cas, moi, je regrette rien. Après, donc, pour en revenir à notre fils, lui, il a fait une première carrière. Et puis après, il s'est décidé à dire finalement, je crois que ça me plairait bien de faire ça. Donc, il a passé le concours. Moi, je peux pas être réticente. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, ils soient heureux. Et moi, mon mari, il a toujours dit, et je le souhaite à tout le monde et à vous en premier, tous les matins, il est toujours parti la banane. Et il est revenu tous les soirs pareil. Fatigué quelquefois, stressé d'autres fois, mais jamais je l'ai entendu partir en disant ouais, j'ai pas envie d'y aller, etc. Toujours heureux. Donc moi, mes enfants, s'ils décident d'un métier qui va les rendre heureux, tant mieux. Ma fille, c'est sûr, c'est gagné, elle est heureuse, c'est compliqué, bon, comme tous les métiers. Lui, il commence, je sais pas comment ça va se passer. Moi, en tant que mère, en revanche, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'aujourd'hui, le rapport à la police a quand même bien évolué et que je me dis, le matin, il s'en va, mais est-ce que ce soir, il va rentrer ? Parce que pour l'instant, sans citer son service, il n'est pas dans un service d'élite qui connaît parfaitement les gens qui suivent. Donc là, c'est pas du tout le même cinéma. Donc il est confronté pour l'instant à la population, quoi, je veux dire.
Et là, c'est compliqué pour une mère de famille parce qu'on sait très bien qu'il peut arriver quelque chose. Donc je me dis, est-ce qu'il va rentrer ce soir? Est-ce qu'il va aller en prison aussi? Parce que maintenant, on a la possibilité de la prison pour les policiers. Ouais, justement. Et là, il y a un phénomène d'actualité, justement. Vous avez peut-être peur pour lui, mais est-ce que vous avez aussi peur qu'il soit impliqué dans une affaire comme celle de Naël? Bien sûr. Là, on a appris que le policier allait sans doute être jugé pour meurtre. Bien sûr, c'est incroyable. Je veux dire, c'est le seul métier qui existe où vous pouvez vous retrouver en prison le soir. C'est-à-dire que vous êtes chirurgien, quelqu'un décède sur votre table d'opération, le soir, vous n'êtes pas en prison. Hein. Si vous êtes, par exemple, juge d'application des peines, que vous relâchez quelqu'un qui va partir et qui va faire, parce que ça arrive, ça aussi, qui va tuer quelqu'un ou quoi, c'est pareil. Personne ne remet en cause la décision que vous avez prise. Donc, dans ces deux métiers, faut bien se mettre d'accord que le chirurgien ou ce juge, ils ont des mois pour lire le dossier. Et quand vous allez vous faire opérer, il prend pas une minute. Il y a tellement de rendez-vous avant. Il lit votre dossier, il vous demande les antécédents, etc. Donc, il a quand même une idée de ce qui va se passer. Mais s'il arrive quelque chose sur la table d'opération, il va pas en prison. Le juge, c'est pareil. Il a un dossier, on lui donne. Il a fait ci, il a fait ça. Est-ce que vous pensez? Ok. Le policier, on lui demande en un quart de seconde. Quelqu'un qui ne connaît pas, lui, à l'inverse des deux autres, quelqu'un qui ne connaît pas, il sait juste que avant, je parle pas spécialement de l'affaire de Naël, hein, je veux même pas en parler vraiment, mais sauf que je suis choquée, évidemment, plus que choquée, je vous dirai pourquoi après, mais je veux dire, dans n'importe quelle autre affaire, ils connaissent pas, en général, en tout cas, dans ces brigades comme là, c'était les motos, il voit juste quelqu'un qui a un comportement dangereux et il veut essayer de l'arrêter. Donc, en fait, il ne connaît de cet homme-là que ça. Voilà, c'est tout. Et donc, lui, tout à coup, on lui dit en un demi-seconde, vous devez savoir si vous risquez votre vie, si finalement, il a bien failli tuer quelqu'un avant, est-ce qu'il va tuer quelqu'un après? On parle d'une demi-seconde. Ouais, ça demande une non, mais essayez-vous en une demi-seconde de penser à tout ça en même temps. Alors peut-être qu'il y a des gens surhumains, mais moi je peux pas, je ne sais pas. Donc là, il faut qu'on m'explique. Donc je ne sais pas comment on peut demander à des policiers qui ont déjà suivi pendant un moment quelqu'un, qui ont essayé de le faire raisonnablement. En plus, je sais pas, moi quand la police me demande de m'arrêter, je m'arrête en fait. Parce que là, on est en train de se poser des questions métaphysiques sur le fait qu'il ait tiré. Mais il a tiré ou pas? Pourquoi il a tiré, mais pourquoi il a tiré? Et justement, ça c'est une question. Qui s'arrête pas. Je veux dire, quand vous êtes aux États-Unis, le pays quand même par excellente, c'est une démocratie, on est d'accord, où tout le monde rêve d'aller, en tout cas jusqu'à maintenant. Je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, le rêve américain, jusqu'à maintenant, d'accord. Pourtant, si vous avez été aux États-Unis, vous savez très bien dès que la rampe du policier qui vous suit s'allume, vous avez intérêt à vous arrêter, à mettre les mains sur le volant et à ne pas bouger. Parce que sinon, vous en prenez une directe. Et pourtant, ce pays-là, tout le monde accepte ça. Donc moi, aujourd'hui, il y a un vrai problème. Alors, évidemment, peut-être que là-bas, c'est un peu trop, parce que c'est possible. Mais ici, en France, il n'y a plus aucun respect de la police. Je veux dire, ça vous arrivera pas demain de vous prendre une balle par un policier, parce que de toute façon, vous allez vous arrêter. Vous pensez que la police, ça fait moins peur maintenant? C'est pas, elle fait moins. La police, elle est pas là pour faire peur ou pas peur. Ouais. La police, elle est là pour être. C'est pas elle impose. La police, elle doit être respectée. C'est pas à elle d'imposer. C'est aux gens de respecter quelque chose. Vous respectez vos parents. C'est pas vos parents s'imposent pas. Enfin, je veux dire, le respect, c'est une éducation et on doit respecter l'uniforme. C'est comme ça. Et si on respecte leur uniforme, il n'arrive pas ce genre de choses. Il faut pas prendre le problème à l'envers. Je veux dire, si ce gamin s'était arrêté, aujourd'hui, il serait toujours là. Et si ce gamin n'avait pas volé de voiture, parce que j'ai entendu des gens dire « Oui, mais qui ne connaît pas quelqu'un qui a volé une voiture à 15 ans ou 16 ans ?» Moi, je connais personne qui a volé une voiture. Et je pense que 90% de la population ne connaît pas de personnes qui conduisent sans permis et qui... Donc, si vous voulez, on met toujours à tort sur la personne qui a fait la faute. C'est quand même incroyable. Le policier, on lui dit que son travail est de faire respecter la loi. Donc là, il essaye de la faire respecter pendant un certain temps. Il n'y arrive pas. Ou alors, peut-être qu'il faut que plein de gens meurent.
C'est-à-dire qu'on fait plus respecter la loi et puis la voiture va s'en aller. Et puis il y aura des gamins qui partiront à l'école puis ils vont en faucher 4. Peut-être qu'il vaut mieux que ce soit des gens comme ça qui meurent. Peut-être que c'est ça le truc. Ouais, après on peut s'interroger sur peut-être qu'il aurait dû tirer dans les pneus. Alors je vous rassure, moi j'y connais rien en voiture, mais il paraît que maintenant, et je fais confiance, on peut toujours tirer dans les pneus et en fait ça dégonfle pas les pneus, d'accord ? Et moi, je vais vous dire, je pense vraiment, et ça c'est mon avis personnel, que d'ailleurs je vais pas parler de cette affaire parce que je vais pas rentrer là-dedans. Ouais, mais, oui, voilà, c'est pas un débat. Mais voilà, non, mais ça s'en fout, toi. Après, si ça non, c'est pas, je m'en fous. Je m'en fous pas de cette affaire. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas moi me permettre de dire des choses. Parce que de toute façon, moi, je vais pas avoir la même avis que la majorité des gens, puisque mon fils est policier et que mon mari est policier. Tout ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il faudrait plus éduquer les enfants au respect plutôt que de se demander comment. Enfin, c'est quand même pas normal qu'un policier se retrouve en prison. C'est son métier. Je veux dire, déjà, quel est le métier où le matin, quand tu pars travailler, tu te dis peut-être ce soir je vais être en tôle. À part voyou. Bon, en l'occurrence, c'est pas un voyou, c'est un policier, c'est l'inverse. Donc, qui peut se dire ça le matin ? Vous le dites pas. Je veux dire, le chirurgien se le dit pas, l'avocat se le dit pas. Mais les policiers, le matin, ils partent en disant peut-être que ce soir, ou je vais être mort, ou je vais être au trou. Alors, par chance, je vais rentrer chez moi. Mais c'est une possibilité, sans compter le nombre de fois où ils se font insulter. Vous faites pas insulter quand vous travaillez. Eux, ils se font insulter toute la journée. Parce que ça va pas. Alors, évidemment, moi, je pense que en France, les Français, ils ont un rapport à la police comme un peu avec les parents. C'est-à-dire que au quotidien, comme vos parents, ça les embête. Ouais, c'est pénible, comme les parents, quoi. Tiens-toi droit, rentre tôt, machin, etc. Mais quand il y a une grosse catastrophe, comme les attentats, ou quand il y a une grosse catastrophe, vous, par exemple, ou même n'importe quel, mes enfants, ils se retournent quand même vers nous. Sauf qu'après, on oublie. Et de nouveau, les parents sont des gens pénibles. Et de nouveau, la police est quelqu'un de pénible. Et on en oublie le respect qu'on doit à l'uniforme. Enfin, je veux dire, la base, c'est ça. S'il y avait du respect, il y aurait moins de problèmes. Après les attentats, est-ce que vous avez constaté un regain de reconnaissance ? Comme si c'est ce que vous disiez. Oui. On vous a remercié. Enfin, les policiers ils ont été remerciés. Oui, mais là, c'est ponctuel. Ouais. C'est ponctuel. Ça a duré dans le temps. Mais non, c'est ponctuel. Ouais. Ça dure le temps d'un déjeuner de printemps, comme disait ma mère. Okay. C'est très. Pour finir cette interview, c'est quoi les conseils que vous donneriez à une femme de policier de la BRI ou à une maman qui a son fils dans les services, etc. Alors, à une femme de policier de la BRI, c'est plutôt de les laisser. Alors, encore une fois, aujourd'hui, c'est pas comme avant, hein, mais de les laisser faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, parce qu'il faut aussi qu'ils se détendent, etc. Parce que sinon, il y a beaucoup de pression. Et puis, il faut qu'elle sache quand même que c'est un métier qui prend 90% de la vie de ces gens-là. Donc, il faut accepter ou pas. Mais il faut pas les laisser y aller si on pense qu'on va pas supporter. C'est pas la peine. C'est pas la peine parce que ça serait trop dur pour eux après. Et en même temps, refuser à son mari de faire ce qu'il a envie de faire, ça va pas. Ça sera pas une bonne idée non plus. Et après, une fois qu'ils sont dedans, il faut gérer le quotidien. Il faut surtout pas avoir. Je pense que c'est très dur si tous les deux veulent faire une vraie carrière. Ouais. Il y a presque un choix là. Il y a presque un choix. Il faut presque dire. Vous disiez dans une interview, avant j'étais la fille de mon père et quand je me suis mariée avec mon mari, j'étais la femme d'eux. Ouais, voilà. Ouais, en fait, c'est ça. Et bientôt, je serai peut-être la mère d'eux. En fait, parce qu'on ne sait pas. Hein. Ouais. On sait pas. Oui. Donc en fait, il faut être un peu une femme de l'ombre. Oui, non, pas nécessairement. Oui, non, c'est pas de l'ombre. C'est que moi, ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça parce que mon père, il était très connu dans son métier à l'époque. Donc en fait, à l'époque, on appelait les enfants par le nom de la brasserie du père, etc. Ouais. Donc ça s'est passé comme ça. Puis après, mon mari, il a été connu, mais tout le monde n'est pas. Mais moi, ça me va très bien. Hein. Mais en fait, ce que je dis, je m'appelle Catherine quand même. Et à une maman là, les mamans, elles le savent. Hein. Il n'y a rien à leur dire. Elles savent que c'est l'enfer. Moi, tous les jours, j'écoute les infos 10 fois plus qu'avant. Je lui demande toujours où il est. C'est l'inverse parce qu'en fait, c'est son enfant, quoi. Et c'est pas du tout la même source de stress qu'avec son mari, alors.
Non, c'est une source de stress plus Et intense. puis, vous voyez, pour en revenir au problème de comment la population... Enfin, c'est même pas la population, parce que je pense que la population adore la police. Je pense que c'est plutôt les politiques qui ont un problème, certains, pas tous. Je veux dire, quand nous, il y a des policiers qui se font tuer ou des gendarmes qui se font tuer, est-ce qu'on va manifester? Est-ce que vous avez déjà vu des femmes? On pourrait, nous, on a le droit de manifester, on n'est pas policiers. Les policiers, ils n'ont pas le droit, ils ont un devoir de réserve, etc. Mais nous, on a le droit, on pourrait y aller. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Et en revanche, quand il y a quelqu'un qui se fait tuer, même, il y a des enfants de policiers qui se font tuer. Il n'y a pas que. Alors évidemment, ils n'ont pas l'âge. Ils sont majeurs puisqu'ils sont policiers. Mais en fait, c'est des enfants. Il y en a, ils ont 20 ans, 22 ans. Est-ce que vous avez déjà vu des manifestations de parents de policiers? Jamais, jamais. En revanche, quand ça se passe de l'autre côté, alors là, il y a des manifs. Puis alors là, on a peur, etc. Donc là, il faut encore une fois se raisonner, quoi. Ça ne marchera pas si on continue comme ça. Ça ne marchera pas. Il faut respecter les forces de l'ordre. Et quand on est une maman, moi, je me battrais beaucoup plus que ce que j'ai fait pour mon mari. Si jamais il arrivait quelque chose à mon fils, je pense que ça va être un enfer pour tout le monde. Je vous préviens. Merci d'avoir répondu à mes questions, Catherine Salinas. Je le rappelle, vous avez sorti le livre Femmes de policiers d'élite et votre mari Georges Salinas, ancien membre de la BRI, une trilogie dont son dernier roman, Par le verbe et par le glaive. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Pour ceux qui suivent aussi cette discussion en podcast. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour d'autres interviews. Merci.